Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. Bonsoir Marc Feuillet. Bonsoir Edwige. Merci d'être là. Vous êtes donc directeur général du groupe Le Figaro. Si vous êtes là, c'est qu'en fait, pendant 3 jours, Le Figaro va fêter ses 200 ans d'histoire. C'était le 15 janvier 1826, et là nous sommes demain, après-demain, ça sera le 15 janvier 2026. 2 siècles d'information. Au départ, c'est ce que vous dites dans votre éditorial, justement. Il y avait une feuille de papier, puis maintenant, Le Figaro, évidemment, c'est multicanal. Il y aura 3 jours de conférences, débats au Grand Palais, ouvert à tout le monde, hein, ouvert à tout le monde. Il y a 55 000 visiteurs qui se sont inscrits. Donc, c'est d'ores et déjà un très gros succès. 3 jours. Ouvert le matin de 9h à 17h30 avec des conférences, des débats, des spectacles, des retransmissions en direct de nos émissions, et puis une très grande exposition sur l'histoire du Figaro, l'histoire de la presse et l'histoire de France. Oui, et ceux qui voient... Et ceux qui nous regardent à la télévision, on voit qu'il y a des très très belles images. Oui, parce que c'est vrai que l'histoire du Figaro, c'est un peu quand même l'histoire de France, parce que vous avez eu... Alors c'était des plumes, c'était plus que des journalistes, des très grands écrivains qui ont signé dans le Figaro. Oui, à travers cette exposition, on retrouve les grandes étapes de l'histoire de France avec toujours une caractéristique, c'est que c'est vrai que les grands intellectuels, les écrivains, les éditorialistes ont tous écrit dans le Figaro, que ce soit mais aussi Mauriac, Aron, Jules Vallès, Émile Zola, pendant l'affaire Dreyfus. C'est très intéressant ce qu'on publie, et dans l'exposition, il y a tout un approfondissement sur le rôle du Figaro dans l'affaire Dreyfus, Calmette bien sûr, et j'en oublie très certainement. Et il y a même Fabrice Lucchini, l'acteur Fabrice Lucchini, qui va lire justement des textes qui ont été écrits par des grandes plumes du Figaro. Et figurez-vous que grâce à l'aide de la BNF, on a retrouvé beaucoup de Bibliothèque nationale de France. Bibliothèque nationale de France. On a retrouvé beaucoup de manuscrits originaux, et il y aura le manuscrit original de La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro, qui est une pièce qui a été créée en 1784, et où il y a la fameuse citation « Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur de Beaumarchais ». C'est exactement ce que j'allais... Merci de faire l'enchaînement à ma place, Marc Feuillet. Exactement ce que je veux dire, parce que justement, sur la liberté de blâmer, on voit bien la difficulté aujourd'hui, parce que vous dirigez un groupe aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de 50% du chiffre d'affaires maintenant qui est fait dans le numérique. C'est quoi, grosso modo, les chiffres du Figaro? On fait à peu près 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe est très diversifié. Le Figaro, dont le groupe porte le nom, est au centre d'un écosystème fait de médias, mais aussi de e-commerce et de publicité digitale. Et je dirais, on fait à peu près 60% de notre chiffre d'affaires dans les activités digitales, 40% dans les activités traditionnelles, et c'est 50-50 pour le Figaro. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas directeur, puisque vous êtes directeur général, vous n'êtes pas directeur de la rédaction, mais c'est quoi informer aujourd'hui ? C'est un métier passionnant mais difficile, et c'est devenu un métier où l'expression journalistique prend beaucoup de formes. L'écrit imprimé, donc avec des maquettes traditionnelles, des magazines, un site internet, vous savez que le Figaro est un des sites les plus puissants en France, des applications, des formats sur les réseaux sociaux, beaucoup d'audio, de podcasts, et puis aussi des vidéos, et on a tout récemment lancé un canal audiovisuel, donc je dirais il n'y a votre pas... télévision, voilà, Figaro même TV. Si vous êtes sur BFM, n'hésitez pas, Figaro modestement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, il n'y a pas une expression d'un format éditorial, il y a des expressions, il y a des Figaro. Alors pour répondre à votre question, le métier, il reste quand même toujours le même. Décrire le monde tel qu'on le voit, analyser, décrypter, hiérarchiser. Moi je crois beaucoup dans ce métier, dans le journalisme professionnel, et c'est, je crois, ce qu'incarne aussi le Figaro. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que c'est pas le passé? Est-ce que c'est pas bientôt, ça sera des influenceurs qui vont prendre la place de Mauriac et de Raymond Aron ou Jean d'Ormesson? Le journalisme, c'est pas être seul, au milieu d'un océan numérique. Le journalisme, c'est de faire partie aussi d'une rédaction. Et puis, je crois aussi que le journalisme, c'est une expertise.
y a un certain nombre de domaines où il faut travailler, se constituer un carnet d'adresses, enquêter. On ne peut pas être omniscient. Donc les influenceurs ont leur rôle sur la toile. Mais je crois que c'est un métier très différent de celui de journaliste. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui la confiance dans les médias est en train de s'éroder, même dans des marques prestigieuses comme Le Figaro ou Le Monde ou au contraire, vous pensez que ça renforce votre rôle? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit, il y a un jeune sur deux, il ne paye plus la presse. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde TikTok, il regarde les réseaux sociaux. TikTok, il regarde les réseaux sociaux, vous avez raison, plus de 80% des jeunes prennent contact avec l'actualité sur les réseaux sociaux, mais les médias y sont. Il y a plus de 20 millions de socionautes au compte du Figaro. BFM, votre chaîne, est aussi très présente sur les réseaux sociaux. Donc je dirais, distinguons le canal et la source d'information. Ce que j'espère, c'est qu'à terme, les réseaux sociaux vont mieux valoriser les informations professionnelles que les informations produites soit par de l'IA, soit par des influenceurs non identifiés. C'est ça, je crois, qui est important pour l'avenir, pour nos démocraties aussi. C'est cette information vérifiée, cette information experte. Comment vous la vérifiez? Est-ce que vous avez un service de vérification, justement? Parce que là, on va rentrer en campagne présidentielle, municipale, législative sans doute, présidentielle. Il y a la désinformation, il y a le risque d'une désinformation. Comment est-ce que vous traitez ça chez vous? Dans une rédaction, il y a 500 journalistes dans le Figaro, on n'est jamais seul. Les sujets sont choisis par des discussions, les papiers sont relus. Il y a toute une organisation qui conduit à un moment donné à vérifier l'information, la variété des sources aussi. Le fait d'avoir plus qu'un ou deux contacts pour faire un papier. Et donc c'est tout ce travail collectif. On compare souvent une rédaction à une ruche. Mais une grande rédaction comme Le Figaro, c'est une ruche où collectivement on est plus pertinent qu'individuellement, même si il y a toujours ces grandes plumes, et vous les connaissez. L'intelligence artificielle, elle rentre jusqu'où au Figaro? Alors l'intelligence artificielle, c'est le grand défi pour les médias et pour la presse écrite et pour la presse d'une manière générale sur le digital. Alors c'est un outil, mais c'est un outil qui doit nous permettre d'être plus rapide pour nous consacrer et à avoir plus de temps pour enquêter, pour développer. Donc des outils de révision, de correction, des outils de traduction, des outils qui permettent aussi de compiler des informations en grand nombre. Il y a beaucoup de sources. Vous êtes une journaliste économique, vous savez qu'il y a beaucoup de données qu'on doit compiler, mettre en perspective. C'est un outil. En revanche, pas de papier fabriqué artificiellement. D'ailleurs, sur quoi on les fabriquerait sur nos propres contenus, puisque, comme vous le savez, les IA utilisent nos propres contenus. Donc, on ne va pas se copier nous-mêmes ou copier nos confrères. Donc, il n'y a aucun papier qui est écrit, aucun papier, y compris une dépêche. Une dépêche, on considère que c'est vertueux aussi pour un jeune journaliste de bâtonner des dépêches, comme on disait autrefois. Après tout, ça apprend à écrire et ça permet de s'entraîner, de prendre contact avec la rédaction du Figaro. Donc oui, ça c'est très important. Aucune information publiée automatiquement, préfabriquée, c'est ça la promesse aussi des grands journaux comme le Figaro. Le Figaro, c'est un journal de droite, je ne vais pas lui faire offense que de le dire. Il l'affiche, vous l'affichez. Là, on arrive dans une campagne très importante, avec peut-être la possibilité d'avoir le Rassemblement national qui prenne le pouvoir en France, parce que qui sortent vainqueurs des élections. Comment est-ce que vous traitez le Rassemblement national? Comment est-ce que vous, Marc Feuillet, là vous n'êtes pas journaliste, encore une fois, mais vous êtes le directeur général, le boss du journal. Comment vous traitez ça, quoi? Alors, plusieurs éléments de réponse quand même. Je voudrais rappeler une chose, c'est qu'un journal comme le Figaro, c'est d'abord des valeurs. Et c'est autour de ces valeurs que s'organisent les opinions du Figaro et le traitement éditorial et pas l'adhésion à tel ou tel parti politique. Je crois que ce n'est pas du tout d'ailleurs le rôle d'un média. Je rappelle les valeurs, elles sont d'ailleurs intangibles quasiment depuis 200 ans, ce qui donne l'impression au Figaro d'être toujours le même, alors qu'il a beaucoup changé. Une certaine conception de l'ordre social, de l'autorité, de l'éducation, le libéralisme,
la conviction du rôle des entreprises, la conviction aussi qu'il faut lutter contre les déficits publics, la trop grande présence de l'État dans l'économie, les impôts évidemment. Je vous rappelle que Gaston Calmette, notre directeur du Figaro, a été assassiné sur une affaire liée à l'impôt sur le revenu. Vous imaginez si Alexis Brézet avait été revolvérisé au moment de l'affaire sur la taxe Zuckman. Donc, libéralisme, et puis, j'ajouterais... On sent presque une pointe de regret chez vous, non, sérieusement. Mais, dernier point quand même, et ça c'est aussi le Figaro, il y a une générosité dans l'offre éditoriale, on est hédoniste. Les vins, la culture, la littérature, la gastronomie, la mode aussi. C'est ça aussi un journal comme le Figaro. Donc pour répondre à vos questions, c'est d'abord et avant tout sur le critère des valeurs du Figaro que se fait notre choix. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une grande diversité dans les opinions. Et ça, vous pouvez le voir. On enregistre en ce moment beaucoup de petites vidéos, vous savez, où un certain nombre de personnalités nous souhaitent un bon anniversaire. J'ai été frappé par celle de François Hollande, qui lit assidûment le Figaro et qui dit le lire en particulier pour être au courant de ce qui se passe souvent à gauche. Ça veut dire qu'on traite une actualité de manière large et pas simplement étroite. Moi, je crois beaucoup de ce point de vue-là qu'il faut aller vers le grand public. Mais pardonnez-moi, est-ce que possible. Le Rassemblement national répond aux valeurs que vous avez décrites du Figaro? Moi, je vais vous dire, autour de ces valeurs, on peut dire que le Figaro parle à toute la droite et au centre, et même à la gauche. Voilà. Et je ne me prononcerai pas sur tel ou tel parti politique, parce que c'est, évidemment, vous ne comprenez pas. Comment est-ce que vous avez vous préparez? J'imagine que c'est déjà un peu dans les tuyaux, les prochaines élections. Alors les prochaines élections municipales, il faut que vous sachiez qu'on a voulu se rapprocher encore plus de nos lecteurs et qu'on a ouvert des rédactions locales. Souvent les journaux, les médias d'ailleurs, sont accusés d'être parisiens, de ne pas avoir de correspondants en région. Et nous, on a installé des petites rédactions dans les grandes villes, où on traite l'actualité déjà depuis 2 ans. Et donc, on a entre le service politique et ces rédactions beaucoup de moyens de traiter cette actualité locale. Donc, vous voyez, on est assez préparé. Est-ce que le Figaro est rentable? Oui, le Figaro est rentable. Il est au sein d'un groupe qui est aussi profitable. On réinvestit tout ce qu'on gagne dans notre développement, dans notre modernisation. Alors, la chance qu'on a eue, il faut quand même que je le dise, parce que tous les journaux n'ont pas cette chance. Le Figaro a toujours eu des grands propriétaires, Villemessant, on le sait, Hersant, qui a beaucoup développé. Et la famille Dassault, depuis 20 ans, l'a peut-être plus transformé que pendant les 100 années qui ont précédé. Et il s'est considérablement diversifié, modernisé. Il a investi depuis que le groupe Dassault l'a repris, que Serge Dassault l'a repris. Donc je reviens sur ça c'était pour les municipales. La campagne présidentielle, ça va être une campagne, enfin comme toutes les campagnes présidentielles, enfin ça va être extrêmement tendu. Il va y avoir donc de la désinformation sans doute, enfin en tous les cas c'est le risque qu'on peut imaginer. Il y a l'importance des plateformes digitales, on en a dit un mot. Comment est-ce que vous abordez ça, Marc Feuillet? Alors, je pense que d'une manière générale, l'actualité nous sert... Vous avez vu, vous avez rebondi sur l'actualité en Iran. On est dans une très grande richesse d'actualité, qu'elle soit internationale ou nationale, on va dire. On est un peu dans un monde de permacrise, où il se passe toujours quelque chose. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement favorable aux médias d'information comme nous. La campagne présidentielle, c'est le grand moment. C'est le grand moment en France. Le Figaro a toujours eu un service politique très fort. Il a toujours donné la parole à tous les intervenants, les interlocuteurs. Je crois qu'on va faire notre métier d'écrire, suivre les parcours des candidats et surtout éclairer nos lecteurs sur les enjeux. Quel est le rôle de l'actionnaire dans ces cas-là? Il nous accompagne toujours, il nous encourage. Un actionnaire, ça incite, ça pousse. Non, mais on a beaucoup dit que du temps de Serge Dassault, le Figaro a beaucoup poussé, soutenu la candidature de Nicolas Sarkozy. On s'en souvient, mais c'était presque devenu un rituel. C'est la tribune de Serge Dassault quand au moment où il devait payer son USF, l'impôt sur la fortune, qui écrivait systématiquement une tribune dans le Figaro pour expliquer qu'il ne fallait pas. Serge Dassault écrivait toujours, et de ce point de vue-là, c'était le combat du Figaro avant et après, qu'il y avait trop d'impôts et qu'il fallait lutter contre les déficits
cite. Et au passage, d'ailleurs, il préconisait la flat tax et on a eu le prélèvement qui a été mis en place. Il aurait été heureux de voir ça. Non, je pense que c'est surtout les idées. Serge Dassault, d'ailleurs, lui-même avait un conseil. Je vous disais que l'actionnaire est là pour aiguiller, pour conseiller. Il avait un conseil, c'est n'attaquez pas trop les hommes, parlez des idées. C'est ça qui est le plus important dans le débat. Et c'est ça, je crois, qui sera important pour les élections présidentielles. Pour vous, le plus grand défi, alors je ne vous demande pas pour les 200 ans à venir, je pense que je ne serai plus là, vous non plus, si je puis me permettre, mais il y a des chances quand même. C'est quoi le plus gros défi pour vous ? Vous avez parlé de l'IA. Je crois qu'il faut qu'on aborde le sujet de fond pour les médias qui sont les très grandes plateformes. Oui. Vous avez dans le monde 4 à 5 très grandes plateformes, très grands groupes qui ont des tailles gigantesques, qui sont transnationaux et qui se situent entre nous et nos audiences, entre nous et nos lecteurs, nos téléspectateurs, entre nous et nos internautes. Et ils prélèvent une part majeure de la richesse qui est créée par ces audiences. C'est ça le défi pour les médias. Comment ne pas être marginalisé par les algorithmes de cette plateforme, comment conserver ce lien direct avec les lecteurs et comment, peut-être avec la régulation, être justement rémunéré de nos efforts. Oui, au Figaro, on est libéral, Edwige, on croit, le libéralisme, c'est la lutte contre les monopoles, mais pas simplement le monopole public, les monopoles d'affaires qui se constituent par la taille. Il faut que la concurrence se fasse par les mérites, par notre travail. Et de ce point de vue, l'Europe et aussi la France, je crois, a un rôle, de manière à pouvoir nous aider à équilibrer nos relations avec ces plateformes qui nous distribuent et qui sont incontournables maintenant. Justement, puisqu'elles sont incontournables, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que c'est Ma Média, donc le propriétaire de BFM, vient de signer un accord avec YouTube en disant c'est là où est l'audience, c'est là où en plus on peut gagner de l'argent. Est-ce que c'est ce genre d'accord, c'est tout nouveau dans tous les cas pas dans les médias français, bien sûr, à part Arte. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager? Oui, c'est la bonne voie. D'abord, la bonne voie pour vous. Nous, on s'est fait une promesse, être là où sont nos lecteurs, où sont nos audiences. C'est pour ça qu'on ne renonce pas au papier, c'est pour ça qu'on a une forte application, un gros site internet, on a lancé notre canal de chaîne. Il faut être prêt, et on est présent sur tous les réseaux sociaux, X compris, il faut qu'on soit présent là où sont nos lecteurs. Donc des accords de ce type, oui, nécessairement, puisque de toute façon, on est obligé de collaborer avec ces plateformes. Le papier jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des boomers? Cette question, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'usage. Ouais. Nous, on n'est pas là pour décider à la place de nos lecteurs ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Le papier, vous le savez, c'est une marque de confiance. C'est le symbole. Ouais. C'est un plaisir aussi pour un certain nombre de lecteurs, parce que pour lire sur une petite tablette et sur un petit mobile, parfois il y a peu de plaisir. Et le format écrit, imprimé, le format magazine, c'est aussi un plaisir. Alors, moins nombreux qu'avant, certes, mais il y a quand même beaucoup de lecteurs qui aiment ces versions imprimées. Vous pourriez, donc le Figaro, c'est aussi Figaro Magazine, Figaro Madame, enfin... vous pourriez faire une grosse acquisition, je ne sais pas, acheter une chaîne de télé, est-ce que une radio, ou est-ce que vous restez dans vos clous? Vous l'aurez compris, ce qui compte pour nous, c'est le Figaro. Oui. C'est l'essence même du groupe. C'est la raison pour laquelle Serge Dassault a acheté notre société. C'est le symbole qu'il représente, c'est les combats qu'il mène. Tous nos efforts sont centrés sur le Figaro. Alors après, on s'est diversifié pour compléter nos offres, pour renforcer le Figaro. Et chacune de ces activités, dans la publicité digitale, dans le e-commerce, les voyages, a de toute façon à l'origine un lien avec le Figaro. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on conçoit notre groupe. Merci beaucoup, Marc Feuillet. Est-ce que... Pas question puisqu'il y a un changement générationnel chez les Dassault, ça pourrait avoir un impact sur leur désir ou pas de conserver le Figaro? Parce qu'il y a des rumeurs en permanence. Oui, ça fait sur 20 ans qu'il y a des rumeurs. Vincent Bolloré, Bernard Arnault. Vous donner un chiffre, oui. Peut-être. Ça fait plus de temps maintenant, ou autant de temps maintenant, que le groupe Dassault dirige, possède et anime le Figaro, Kersan lui-même. Quand il l'a racheté.
Non, ça veut dire que c'est une longue histoire. Vous me tendez une perche, Marc Feuillet. Ersan est décédé et c'est pour ça que la situation a changé, mais vous voyez que c'est un contrat de très long terme. Vous avez eu des offres ou pas? Ah non, pas du tout. Non, tout ça, c'est des fantasmes. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon bicentenaire. Merci. Marc Feuillet, donc à partir de demain, au Grand Palais, 3 jours, ouvert au grand public. 14, 15, 16 janvier. Et un documentaire ce soir. Sur France 2, en deuxième partie de soirée. Voilà, sur l'histoire du Figaro. L'histoire de l'information en France. Merci beaucoup.